Imaginez une théorie qui puisse tout décrire. Que tout notre univers ne tienne que sur une seule équation. Que les trous noirs ne soient plus un mystère pour nous et que la naissance de l'univers ne soit plus un secret. Notre univers est régi par 4 forces fondamentales, exactement comme les 4 cordes de ce violon. Il y a 13,8 milliards d'années, ces forces étaient unifiées, jouant en parfaite harmonie, à l'unisson, de manière coordonnée et synchronisée. À l'heure actuelle, aucune théorie ne décrit cette force universelle. Et celle qu'il fera, on l'appellera peut-être la théorie du tout. C'est la théorie où l'infiniment petit rencontre l'infiniment grand. Les trous noirs sont comme des clés pour trouver cette théorie. On la cherche, on ne sait pas si elle existe, mais on espère la trouver un jour. Pour certains physiciens, ça serait un peu l'ultime découverte. On pourrait comprendre une majorité des mystères qu'on trouve dans l'univers. On trouverait des solutions aux problèmes des trous noirs, on unifierait toutes les forces entre elles. Bref, on pourrait peut-être expliquer tout. C'est pas évident en fait que ceci existe, mais la théorie du tout pourrait être la théorie des 4 interactions fondamentales que l'on connaît aujourd'hui. Alors pourquoi c'est si compliqué de trouver cette théorie du tout? Et même, qu'est-ce que c'est? Est-ce utile de continuer de la chercher? Et quelles sont les candidates à cette théorie? C'est tout ce dont on va parler dans ce documentaire. Depuis le XXe siècle, les théoriciens sont en quête de cette théorie. Et même les plus grands sont passés à côté. Einstein, Hawking, Witten, pas un seul n'a pu formuler une théorie qui tienne la route. Mais la quête continue, et c'est la quête de la théorie du tout. On est 2 semaines avant la sortie de mon plus gros projet qui sort le 30 mars sur YouTube, donc abonnez-vous pour être à l'affût. Et bienvenue dans ce tout nouveau documentaire basé sur la théorie du tout. Il est en collaboration avec la médiathèque de Valenciennes qui m'accueille dans leur magnifique décor. Et d'ailleurs, sachez que c'est ce soir l'avant-première que je fais au cinéma. Et merci à ceux qui viennent. J'ai hâte de vous rencontrer. Pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de venir, eh bien le projet sortira donc le 30 mars sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous donc si c'est pas déjà fait pour pas louper ça. Mais bref, qu'est-ce que la théorie du tout et comment on y parvient? Alors, la théorie du tout, c'est un cadre théorique qui se serait censé expliquer, si elle existe, toute forme de matière et interaction qu'il y a dans l'univers et même celles qu'on ne connaît pas encore. On a 2 manières fondamentales de décrire notre univers. La première, c'est la relativité générale établie par Einstein en 1915, qui est la théorie la plus belle de la physique. C'est elle, en fait, qui décrit la force de gravitation. Et pour rappel, en fait, avant Einstein, on disait que la gravité était une force, mais on ne savait pas comment elle agissait. Et Einstein, donc, quand il arrive, il va expliquer que la gravité, c'est en fait la conséquence d'une courbure de l'espace-temps. On ne va plus la décrire comme une force, en fait. On va la décrire comme une déformation géométrique du continuum espace-temps. Bon, en vérité, c'est un peu abstrait, ce genre de choses. Au tout départ, c'est Isaac Newton qui révolutionne notre compréhension de l'univers en développant sa théorie de la gravitation universelle. À cette époque, la gravité était mal comprise, et ce, malgré les efforts des astronomes comme Kepler pour décrire les mouvements des planètes de manière empirique. Entre 1667 et 1679, des physiciens comme Robert Hooke ou Descartes proposaient des lois de la gravitation, mais aucune ne semblait être parfaite. Et c'est Hooke qui va lancer Newton sur la voie. Pour formaliser ses idées, Newton a développé des calculs permettant de démontrer comment la force de gravité agissait sur les objets en mouvement et comment elle les maintenait en orbite autour des autres. Il affirme que la gravité est une force exercée à distance entre les objets dotés de masse, agissant à distance sans contact physique direct. Il a donc formulé cette idée dans sa célèbre loi de la gravitation universelle. Cette théorie révolutionnaire a permis d'expliquer non seulement pourquoi les pommes tombaient des arbres, mais aussi pourquoi les planètes orbitaient autour du Soleil. Si la Lune tourne autour de la Terre, ou que la pomme tombe de l'arbre, c'est à cause d'un même phénomène, la gravité. Le seul souci qu'on avait à cette époque, c'était d'expliquer comment cette force agissait. Il n'y avait pas de corde entre 2 astres qui les retenaient pour maintenir leur attraction gravitationnelle. C'est alors qu'arrive Albert Einstein, un jeune physicien ayant eu une très grande renommée grâce à ses articles résolvant plusieurs problèmes. En 1905, il avait publié sa théorie de la relativité restreinte qui unifiait l'espace avec le temps. Bien que cette théorie ait révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la vitesse de la lumière, Einstein n'était pas satisfait car elle ne prenait pas en compte les effets de la gravitation. Alors, il s'est lancé dans le développement d'une théorie plus générale, capable de décrire la gravitation dans toutes ses manifestations. À mon avis, c'est probablement la théorie la plus belle, la plus jolie de la physique fondamentale, au moins. En tout cas, selon moi, c'est un coup de génie, je pense, c'est assez extraordinaire. En fait, disons que c'est cette idée qu'a eu Einstein que l'interaction gravitationnelle est de nature géométrique. La gravitation est vue comme une courbure de l'espace-temps qui est affectée par la présence d'une masse, par exemple, ou d'énergie.
parce qu'on sait que dans la relativité générale, la masse et l'énergie sont liées par la fameuse formule E égale à mc². D'abord, il y a eu la relativité restreinte qui a unifié la masse et l'énergie. C'est la même chose. La relativité générale, elle unifie en quelque sorte l'espace-temps et toute forme d'énergie. Et en gros, ce que dit Einstein, c'est que toute forme d'énergie, que ce soit donc des masses, telles que nous, on les envisage, la Terre, le Soleil, les étoiles, vont courber l'espace-temps, ce qui crée l'interaction gravitationnelle entre deux corps, c'est une déformation de l'espace-temps. Et cette idée de décrire l'interaction gravitationnelle d'un point de vue géométrique a été, enfin selon moi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des sciences, mais un véritable changement de paradigme dans la façon dont on va vraiment comprendre l'interaction entre les corps. La relativité générale développée par Einstein entre 1907 et 1915 repose sur l'idée fondamentale que la gravitation est une manifestation de la courbure de l'espace-temps, causée par la présence de masse et d'énergie. Contrairement à la vision newtonienne de la gravitation comme une force agissant à distance, la relativité générale décrit la gravitation comme une déformation de l'espace et du temps autour d'objets massifs. En d'autres termes, Newton voit la gravité comme une force, et Einstein la décrit avec la géométrie de l'espace-temps. Et donc, l'un des premiers postulats d'Einstein, c'était de dire, voilà, la gravitation, c'est de la géométrie. Si je suis capable de comprendre la géométrie de l'espace-temps, je vais être capable de comprendre la gravitation. Et effectivement, il est arrivé en fait à décrire la gravitation de cette façon-là, en introduisant des outils mathématiques de nature géométrique. Donc ça, c'est la première étape. C'est en gros dire, voilà, je suis capable en gros de dire que la gravitation, je la redécris comme de la géométrie. C'est déjà une prouesse assez extraordinaire. Elle prédit aussi quelque chose qui, à l'époque d'Einstein, était inimaginable et impossible à vérifier expérimentalement. Elle prédit par exemple les trous noirs, qui sont des objets où l'espace-temps est effondré sur lui-même, où elle prédit les zones gravitationnelles, qui sont des déformations dans l'espace-temps qui propagent à la vitesse de la lumière. Et cette théorie marche encore aujourd'hui, du moins tant que personne n'aura prouvé qu'elle est fausse. Newton est totalement vrai, est une théorie extraordinaire pour comprendre la physique, tant qu'on ne va pas trop dans l'infiniment petit et tant qu'on ne va pas trop vite. Et là, ça devient fou. Maxwell a tout à fait raison de décrire les ondes électromagnétiques par ses équations, tant qu'on n'a pas besoin d'invoquer l'idée de photons, par exemple. Auquel cas, les équations de Maxwell ne marcheront plus. Il me semble que les physiciens n'ont pas vraiment tout de suite perçu la dimension géniale de la relativité générale quand Einstein l'a sortie, parce que je pense qu'elle changeait tellement fortement notre façon de voir les choses que c'était difficile, en fait, peut-être d'avoir envie de plonger dans ces mathématiques pour arriver à décrire l'univers d'une façon tellement ésotérique, tellement complexe. Mais cette théorie ne se limite qu'à la force de gravitation. En fait, avec la relativité générale, on ne peut décrire que la gravité. Sauf que dans notre univers, eh bien, on connaît 3 autres forces. Ces 3 forces-là, on réussi à les décrire, mais dans le cadre d'une autre théorie qu'on appelle la théorie de la mécanique quantique. Il s'agit là d'une théorie qui décrit toutes les mécaniques du monde de l'infiniment petit. Dans ce monde-là, tout est différent de ce que l'on connaît à notre échelle. Cet infiniment petit-là, c'est le monde des particules, tout ce qui nous entoure, mais à une taille extrêmement petite, des millions de fois plus petite que notre propre taille. Et la mécanique quantique, c'est une branche fondamentale de la physique qui s'intéresse au comportement et aux interactions des particules subatomiques. Donc les électrons, les quarks, les photons, qui sont des particules de lumière, et d'autres encore. Alors la mécanique quantique, ça a été la capacité qu'ont eu les physiciens à construire des théories pour comprendre l'infiniment petit. Jusque-là, en fait, la physique était souvent la physique de ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Et donc on arrive à faire, en gros, développer des explications des phénomènes grossièrement que l'on observe. Et là, l'idée, c'était vraiment d'aller plus loin, c'est d'arriver à me dire, mais mince, ce monde-là, je n'y ai pas accès et je n'ai aucune intuition dessus. Comment je vais réussir en fait à écrire ces lois? Et la mécanique quantique, c'est ça. C'était la capacité qu'ont eu les physiciens en fait à extirper des lois physiques dans un monde auquel on n'a strictement aucune intuition. Au fil du XXe siècle, les physiciens ont su améliorer cette théorie et la pousser à son maximum. Elle nous a permis de réaliser des merveilles qu'on pourra expliquer plus tard. C'est en établissant toutes ces nouvelles lois qu'on a compris que le monde quantique représentait un monde bien différent du nôtre. Plus on zoome dans le monde du très petit, et plus tout devient étrange. Beaucoup trop étrange même. Les particules ne vont pas se comporter de la manière dont on s'y attend. C'est par exemple le cas avec le neutrino. Pour avoir un exemple beaucoup plus concret, il y a une particule qu'on appelle le neutrino. Et le neutrino, en fait, il y en a 3, enfin, il y a en gros 3 neutrinos différents. Et lorsque le Soleil crée des neutrinos, en fait, il va créer des neutrinos qui vont être dans la superposition de ces 3 êtres différents.
Et au moment où on va le mesurer, quelquefois on va dire, tiens, c'est un neutrino électronique. Ah non, tiens, c'est un neutrino tauique. Donc il peut y avoir en fait des oscillations, comme ceci, où la caractéristique de cette particule élémentaire va varier. Ça, c'est typique, c'est un exemple très très caractéristique de ce qu'on appelle la superposition d'états. Ces lois sont contre-intuitives. C'est pour cette raison qu'elles nous paraissent surprenantes. Mais si nous vivions tous les jours dans le cadre de ces lois-là, elles nous paraîtraient pas si surprenantes que ça. En mécanique quantique, une particule peut être à la fois une onde et une particule ponctuelle. C'est le principe de dualité d'onde-corpuscule. Prenons la lumière par exemple. La lumière peut être à la fois une particule simple, donc un photon, mais c'est aussi une onde. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et cette idée-là est bien réelle puisqu'elle a été confirmée par des expériences. En mécanique quantique, déjà on ne peut pas connaître en même temps, avec grande précision, la position et la vitesse d'une particule. Si on connaît très très bien la position d'une particule, on connaîtra mal sa vitesse et vice-versa. Ensuite, on ne peut pas vraiment prédire sa position dans le futur ou sa vitesse dans le futur, mais on peut prédire très très bien, par contre, la probabilité que cette particule ait une certaine position, une certaine vitesse dans le futur. On n'a pas l'intuition de ce qui se passe dans le monde quantique, en tout cas le commun des gens en fait n'ont pas cette intuition-là parce que l'intuition c'est précisément le vécu, c'est précisément l'expérience qu'on a pu passer en fait à observer un phénomène et au bout d'un moment on acquiert l'intuition que les choses vont se passer à peu près de la même façon dans des conditions similaires. En mécanique quantique en fait on n'a pas cette idée-là et donc on a développé ces lois qui ont effectivement abouti en fait à des prédictions qu'on pourrait qualifier d'étranges, surprenantes, mais en tout cas clairement fascinantes. Tout est quantique dans un certain sens. Même les objets macroscopiques, en fait, satisfont les lois de la mécanique quantique. Par exemple, si on prend une balle de tennis, on sait que sa position et sa vitesse ne peuvent pas être calculées avec la même précision à la fois, donc satisfait le principe d'incertitude d'Heisenberg. Mais l'incertitude sur la balle de tennis est si petite que disons, pour la balle de tennis, elle n'a aucune signification et ne va pas changer un match de Roland Garros. Disons que l'indétermination, l'incertitude sur sa position, par exemple, est beaucoup plus petite que la taille de la balle de tennis. Donc, quand on s'intéresse au monde macroscopique, elle n'est pas vraiment importante pour le mouvement macroscopique. La mécanique quantique nous permet de décrire 3 des 4 forces dans l'univers. Il y a la théorie disons, la plus commune, c'est l'électromagnétisme. Cette chaise est tenue ensemble par des forces électromagnétiques. Cette force, c'est celle qui est responsable des interactions entre les particules chargées électriquement. Elle peut être attractive ou répulsive selon la charge des particules, et elle a en théorie une portée infinie. C'est grâce à elle que l'électricité existe et qu'une ampoule peut rayonner. Les lois de l'électromagnétisme formulées par Maxwell au XIXe siècle unifient les phénomènes électriques et magnétiques. On s'est en fait rendu compte à cette époque que ces deux mécanismes étaient gouvernés par une seule et même force. Il y a des forces qu'on appelle nucléaires, il y a la force nucléaire forte qui explique pourquoi les éléments d'un noyau, qui sont les neutrons et les protons, sont tenus ensemble. On s'attendrait que les protons auraient tendance à se repousser parce qu'ils ont la même charge positive. Cette force est la plus puissante de toutes les autres forces. Elle surpasse de très loin la gravitation qui est toute dernière dans le classement de puissance des forces. Et elle est 100 fois plus puissante que l'électromagnétisme. Par contre, alors que la force de gravitation a une portée extrêmement longue, celle-ci a une portée très courte. Elle n'est de l'ordre que 1/1000 de milliardième de mètre. Mais aussi, elle explique pourquoi les particules élémentaires qui forment les neutrons et les protons, qui sont appelés quarks, sont ensemble. On l'a découvert dans les années 1930 par le physicien japonais Yukawa, qui a proposé l'existence d'une particule porteuse de force appelée le gluon. Et c'est donc cette particule qui est le gluon qui est responsable de l'interaction entre les particules dans le cadre de cette force. Quand on prend des noyaux d'éléments d'atomes lourds comme l'uranium et le plutonium et on les brise, on libère aussi beaucoup d'énergie. C'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire et c'est ce qui s'est passé de façon plus dramatique à Hiroshima et Nagasaki, par exemple. Ensuite, il y a la force nucléaire faible. C'est une force un peu moins connue. Elle est responsable de certaines désintégrations nucléaires. Par exemple, un neutron qui se désintègre dans un proton. Si un neutron peut se désintégrer en un proton, c'est grâce à cette force qui va permettre à un quark de changer de type. Cette force
a été théorisée dans les années 1930 par Enrico Fermi. Et finalement, la quatrième force, c'est la force la plus faible, néanmoins elle est très importante, c'est la force gravitationnelle qui explique pourquoi les corps massifs s'attirent. Cette force est la première à avoir été découverte, et c'est celle qu'on décrit grâce à la relativité générale. Contrairement aux autres forces, elle n'a pas de médiateur. Il n'existe pas de particule à notre connaissance responsable de cette force. Et s'il devait en exister une, on l'appellerait le graviton. Au tout début de l'univers, lors de la période qui a suivi immédiatement le Big Bang, les 4 forces fondamentales étaient initialement unifiées en une seule force. Ce stade est souvent appelé l'ère de la grande unification. À ce moment-là, les conditions extrêmement chaudes et denses de l'univers primordial ont permis à ces forces d'interagir de manière à ne former qu'une seule force, qu'on appelle la superforce. Cette superforce n'a pu exister que dans un univers hyper dense, de 10 puissance moins 33 mètres, où l'univers n'avait donc que la taille de Planck, la plus petite taille possible. Sa température ayant permis l'existence d'une superforce était d'environ 1000 milliards de degrés Celsius. À ce stade, la température de l'univers était si élevée que les effets quantiques dominaient. Les 4 forces étaient donc unifiées sous une forme, et au fur et à mesure que l'univers s'est refroidi et dilaté, une série de transitions de phase s'est produite, séparant progressivement les forces fondamentales et permettant leur séparation. Ce processus de séparation des forces est souvent décrit comme une succession de brisures de symétrie. Chaque brisure de symétrie a conduit à une réorganisation des interactions entre les particules et a finalement donné naissance aux 4 forces distinctes que nous connaissons aujourd'hui. La première brisure de symétrie est survenue à des énergies extrêmement élevées, quelques fractions de secondes après le Big Bang. Ça aurait conduit à la séparation de la force gravitationnelle des 3 autres forces fondamentales, regroupées en la force électronucléaire. Ensuite, une autre période, connue sous le nom de brisure de symétrie électrofaible, est survenue à environ 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang. C'est le moment où la force forte s'est découplée de la force électrofaible. Et à ce moment-là, il existe donc 3 forces dans l'univers. 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang, l'univers était suffisamment froid pour que les forces électromagnétiques et faibles se manifestent individuellement, établissant ainsi la configuration actuelle des 4 forces fondamentales telles que nous les connaissons aujourd'hui. De nos jours, nous souhaitons savoir comment ces 4 forces auraient pu être liées au tout début. À chaque fois, les physiciens ont tenté d'unifier toutes les forces entre elles. On veut toujours en fait tenter d'unifier le plus de choses entre eux pour avoir quelque chose de cohérent et qui nous permette d'avancer dans la physique. Et ce sera la fameuse théorie qui nous permettra peut-être de tout unifier. Et bon, pour comprendre comment ces 3 forces fondamentales sont unifiées en mécanique quantique, il faut revenir un peu dans le passé, au moment où on a découvert la force de gravitation. Si on regarde l'histoire de la physique, on voit qu'on a constamment vérifié la possibilité d'unifier différents phénomènes sous un cadre plus général et disons aussi plus profond et unificateur. Avant le XVIIe siècle, on pensait que les lois physiques qui décrivent la chute d'une pomme d'un arbre étaient très différentes des lois physiques qui décrivent les mouvements de la Lune autour de la Terre, par exemple. Or finalement, on s'est rendu compte que c'était la même chose, et on a trouvé la force de gravitation. Un autre exemple très classique, c'est l'unification des phénomènes électriques et magnétiques. Par exemple, l'électricité, donc la foudre, un phénomène qu'on connaît tous. On pourrait penser que c'est un phénomène différent que le magnétisme. Par exemple, l'orientation de l'aiguille d'un compas dans les champs magnétiques de la Terre. Mais en fait, déjà, au XVIIIe siècle, les marins avaient vu que pendant une tempête, l'aiguille d'un compas a été perturbée par les foudres. Et en fait, au cours du XIXe siècle, on a réalisé que finalement, les phénomènes électriques et magnétiques pouvaient être mis sur le même cadre qui s'appelle électromagnétisme. Pour trouver la force électromagnétique, on a donc dû unifier électricité et magnétisme. Mais on peut aller encore plus loin. Dans les années 1960, on a réussi à unifier l'interaction faible avec l'électromagnétisme pour donner la force électrofaible. L'unification des forces fondamentales d'un point de vue théorique repose sur des efforts considérables de la part des physiciens pour développer des modèles mathématiques et des théories physiques cohérentes. C'est donc le cas de la théorie électrofaible. Elle s'appuie sur des principes de symétrie pour expliquer les interactions électromagnétiques et faibles. En fait, à forte température, ces 2 forces semblaient agir de la même manière, dans le cadre d'une seule force. Et par la suite, on a pu lier cette force à une autre, et ça a donné la grande unification. Mais la mécanique quantique seule ne nous a pas permis de faire tout ça. Il a fallu améliorer cette théorie. Au fil du temps, on s'est retrouvé limité avec la mécanique quantique. Cette théorie ne permettait plus d'expliquer certains phénomènes, donc on l'a comme améliorée avec la théorie quantique des champs. En gros, cette théorie a unifié, entre guillemets,
2 théories qui existaient déjà, la relativité restreinte et la mécanique quantique. Et attention, là on parle bien de relativité restreinte et pas de relativité générale. C'est Einstein qui l'a formulé en 1905 et il vise à unifier l'espace et le temps pour donner donc l'espace-temps et d'expliquer les phénomènes relativistes. C'est-à-dire que si tu te déplaces à un pourcentage élevé de la vitesse de la lumière par exemple, eh bien ton temps et ton espace seront dilatés. C'est exactement ça que va prédire la relativité restreinte. Finalement, on va avoir la théorie quantique des champs et les interactions entre les particules vont être décrites comme des excitations du champ quantique. La théorie quantique des champs a joué un rôle crucial dans l'unification des 3 forces fondamentales, électromagnétisme, faible et forte, en fournissant un cadre théorique cohérent pour décrire les interactions entre les particules à des énergies très élevées. On a pu par la suite décrire ce qu'on appelle le modèle standard. Oui, alors le modèle standard est le cadre théorique développé entre les années, disons, 50 et 70 pour expliquer, dans le cadre de la mécanique quantique, les 3 forces, donc la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, pour marier ces forces avec la mécanique quantique. En fait, le cadre vraiment de base, qui est à la base du modèle standard, s'appelle la théorie quantique des champs. La théorie quantique des champs, c'est une extension de la mécanique quantique grâce à la théorie de la relativité restreinte. Et elle nous a permis de faire des développements très intéressants. Déjà, on a l'idée de champ. Alors un champ, c'est quand on attribue un nombre, une certaine valeur, comme par exemple, ça pourrait être la température ou une force, à toute position dans l'espace et dans le temps. Un champ quantique est un concept fondamental en physique théorique. Il permet de décrire la nature quantique des particules élémentaires et leur interaction. Il s'agit avant tout d'un objet mathématique qu'on appelle un champ, et il attribue une valeur à chaque point de l'espace et du temps. La théorie quantique des champs a pu répondre à une question essentielle. Pourquoi l'électron contenu dans ma main a exactement les mêmes propriétés quantiques de masse, spin, de charge électrique qu'un autre électron contenu dans une étoile à des milliards d'années-lumière d'ici. Et grâce à l'introduction de champs quantiques, la théorie quantique des champs décrit les particules élémentaires en tant qu'excitation des champs quantiques. En théorie quantique des champs, l'élément fondamental, c'est les champs. Les particules, c'est des excitations de ces champs. Voilà, par exemple, les photons sont des particules de lumière, mais ce sont des excitations d'un champ électromagnétique. Comme ces champs quantiques baignent l'intégralité de l'espace, alors il est normal qu'une perturbation puisse donner une même particule, et ce, indépendamment de l'endroit où on se trouve. Cette théorie va donc nous permettre de comprendre l'interaction électromagnétique quantifiée. Bon, ce principe est un peu complexe, mais il faut juste comprendre qu'on a trouvé des similitudes entre ces 2 forces pour nous permettre de les lier quand elles sont à haute énergie. Les théories de la grande unification représentent une tentative importante de réaliser une unification complète des forces fondamentales. Ces théories visent à unifier les forces électromagnétiques faibles et fortes en une seule force, à des énergies encore plus élevées. En fait, dans cette théorie, on a des outils en plus qui nous permettent en quelque sorte de trouver ces similitudes-là entre les forces. Et donc c'est ce qu'on va faire à nouveau dans le cadre de la grande unification pour lier la force électro-faible avec la force forte. La théorie quantique des champs a été la base de ce qu'on appelle donc le modèle standard. Le modèle standard, c'est un peu comme le manuel qui décrit le comportement des particules subatomiques. Elle nous dit comment elles interagissent, leur masse, etc. Et c'est ce modèle standard qui a démontré comment 3 des 4 forces pouvaient être liées au sein d'une seule et même équation. Et enfin, on arrive à la grande unification. Cette théorie quantique des champs nous fournit une description des 3 forces fondamentales de l'univers, électromagnétisme, faible et forte. Et par la suite, on a fait comme un classement de toutes les particules de matière et d'énergie qui existaient dans notre univers. Ça a donné le modèle standard de la physique des particules. À partir de là, tout était quantifié. On savait que telle particule avait telle masse ou tel spin. À partir de là, on a unifié toutes les forces entre elles et ça a donné la grande unification. On a crié victoire trop vite. Il nous manque quelque chose, et pas des moindres, c'est la force la plus importante, la force de gravitation, celle qu'on a découvert en tout premier. Alors que toutes les forces sont décrites par des médiateurs, donc par exemple l'électromagnétisme est décrite avec l'échange de photons, eh bien c'est pas le cas pour la gravitation. On décrit cette force à grande échelle comme une courbure de l'espace-temps et rien d'autre. Sauf que quand on plonge dans un trou noir par exemple, on arrive à un moment où tout se rétrécit et devient infini. On parle là de singularité. Dans cette région, la relativité générale rencontre le monde de la mécanique quantique et c'est là que tout se chamboule. On ne sait pas en fait décrire la force de gravitation dans le monde de l'infiniment petit. On ne sait pas faire. Et c'est là qu'on trouve tout le problème. On sait appliquer les lois de la mécanique quantique à la relativité générale, mais ça donne des résultats qui ne sont pas prédictifs.
dans un certain sens. Et pour comprendre en fait pourquoi c'est si difficile effectivement de les concilier, peut-être que je peux donner deux arguments. Un argument de nature très théorique et puis un autre un peu plus avec les mains. Celui de nature théorique me dit que voilà, la quantification, on la connaît très bien quand on veut l'appliquer aux particules élémentaires. Une particule, elle vit, elle se développe, elle évolue dans un espace-temps. Et donc on a besoin d'un espace-temps pour quantifier la particule. La gravitation quantique, ça veut dire que même cet espace-temps, il doit être quantifié. C'est-à-dire que cet espace-temps, il n'existe plus en tant que tel dans l'absolu. C'est un objet qui devient quantique, qui deviendrait quantique. C'est-à-dire qu'il est un peu flou. Ça veut dire qu'il est sujet aux relations d'incertitude d'Heisenberg. Ça veut dire qu'il y a une superposition d'espace-temps. Il n'y en a pas qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs à la fois. Donc en fait, si on commence à se poser la question de ce que c'est que la gravité quantique, tout de suite on commence à avoir le vertige parce que voilà, l'espace dans lequel on vit, qu'est-ce qu'il devient? Ces notions de superposition d'états, qu'est-ce que ça signifie? Et donc ça donne un petit peu l'idée de la difficulté qu'on peut rencontrer en fait en voulant quantifier les deux, sans parler des difficultés techniques. Autrement dit, si on veut concilier mécanique quantique et relativité générale, il faudra admettre que le monde que nous voyons à notre échelle soit régi par les lois de la mécanique quantique. Sauf qu'on perd ces lois qui sont valables dans le monde du très petit lorsqu'on agrandit notre échelle. Si on dit que la Lune se trouve ici à cet instant T, eh bien on sait que ça sera le cas. On ne calculera pas de probabilité comme on l'aurait fait dans le cadre de la mécanique quantique. Également, plus on se rend dans le monde de l'infiniment petit, moins la force gravitationnelle devient flagrante. Les masses deviennent ridicules et les atomes ne s'attirent pas entre eux grâce à la force de gravité. Dans ce monde, ce sont les trois autres forces de l'univers qui prennent le dessus. Et parce que nous n'avons pas de traces de la gravitation en mécanique quantique, nous ne savons pas comment la décrire dans le cadre de cette théorie. On a pourtant tenté, notamment en supposant l'existence du graviton. On peut aussi développer la relativité générale, donc la théorie d'Einstein, dans le cadre de la théorie quantique des champs. Il faut assumer à la base qu'il y ait une particule ou un champ qui s'appelle le graviton, qui ne couple pas comme les photons à des charges, mais qu'il couple à toute forme d'énergie. Il faudrait pouvoir expliquer la force gravitationnelle et les trois autres forces au sein d'une seule et même théorie. La gravité quantique, c'est observer des objets massifs à des échelles très petites. C'est ça, je vous dis, c'est la rencontre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Je prends donc des objets très très lourds et j'essaie de les comprimer dans un espace très petit. Et j'essaie de sonder l'espace à ces échelles qui sont très petites, dans lesquelles les lois de la physique quantique et les lois de la gravitation, en gros, jouent un rôle équivalent. Et qu'est-ce qui se passe quand je prends un objet massif dans un monde très petit? Il va se créer un trou noir, parce que j'ai une très très forte densité. Et donc tout de suite, si j'essaie de sonder la gravité quantique, je vais créer des horizons, je vais créer un trou noir. Et ce trou noir-là va m'empêcher finalement de regarder ce qui se passe à l'échelle quantique. Quand on veut concentrer dans un volume très petit beaucoup d'énergie, en relativité générale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va former un trou noir. Quand on essaie d'extrapoler la théorie quantique des champs appliquée à la gravitation, on se retrouve avec des infinis. C'est dans les trous noirs que la relativité générale et la mécanique quantique se rencontrent. Et il est impossible pour nous, du moins pour l'instant, de les comprendre, puisque ces deux théories ne peuvent pas être expliquées en même temps. Et la singularité centrale des trous noirs fournit une passerelle entre les deux théories. Si on commence à mélanger les deux, en fait on se rend compte que voilà, on va rencontrer des difficultés conceptuelles et techniques qui vont être assez difficiles en fait à surmonter. Et c'est pour ça que c'est complexe. Si je veux comprendre la gravité quantique, il faut que fondamentalement je comprenne les trous noirs. Et que quelque part, si beaucoup de physiciens de la gravité quantique s'intéressent aux trous noirs, c'est pour cette raison-là. Parce qu'on pense en fait que le trou noir va nous dire énormément de choses sur ce que doit être une théorie de la gravité quantique. Parce qu'il a une singularité, et on s'attend à ce qu'une théorie de la gravité quantique résolve la singularité. Et parce qu'il a une thermodynamique qui est extrêmement curieuse. Il s'évapore, il a des propriétés de ce point de vue qui sont assez folles. Et on aimerait en fait arriver à ce que la théorie de la gravité quantique nous dise quelque chose sur cette thermodynamique aussi. Autrement dit, trouvez une théorie du tout et vous comprendrez les singularités. Puisqu'à l'heure actuelle, ce qui se cache dans les trous noirs reste secret. La relativité générale dans laquelle les trous noirs sont décrits explique qu'au centre même des trous noirs se cache une singularité. Un point de densité infinie, où la physique s'effondre et où les mathématiques nous donnent des résultats infinis. La singularité, c'est donc ça le problème. Enfin, c'est ça du moins qui nous fait rendre compte des problèmes qu'on a et des limites. Sauf qu'il existe une autre singularité et pas n'importe laquelle. C'est la première à être apparue, la singularité initiale. C'est celle-là qui aurait en fait donné naissance à notre univers, avec le Big Bang. En fait, quand on remonte le temps dans notre univers, on se rend compte que tout notre univers était condensé en un seul point.
au tout début, à tel point qu'on arrive à un espace, à une géométrie et à un temps extrêmement petit. On est là donc 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang. Donc c'est une fraction de nanoseconde après l'instant zéro. Et avant ce temps-là, on ne sait pas ce qu'il y a puisqu'on arrive au moment de la singularité initiale. Et la logique voudrait que l'énergie dans notre univers soit au plus haut pendant cette période-là. Ce sera en fait le plus haut niveau d'énergie que notre univers n'ait jamais connu. C'est pour ça en fait que le Big Bang, c'est l'événement le plus puissant de l'univers. Avec cette chaleur extrême, cette énergie folle et cette densité maximale, toutes les forces de notre univers auraient dû être ensemble. Il devrait exister en fait en cet instant-là une seule et unique force. Mais ça évidemment c'est hypothétique et on ne sait pas si ça a vraiment été le cas. Mais c'est ce qu'on aimerait savoir. Si un jour on réussit à trouver ça et à le comprendre, eh bien peut-être qu'on aura trouvé cette fameuse théorie du tout. Donc quand on remonte, quand on considère les conditions de l'univers, quand on s'approche du Big Bang, donc quand l'univers était extrêmement chaud, a priori, on connaît très bien les lois de la nature jusqu'aux énergies qu'on a testées avec les accélérateurs des particules. Après, on peut essayer de formuler des modèles qui expliquent ce qui s'est passé auparavant. On peut introduire des nouvelles théories. Quand on remonte le temps, on arrive au moment de la formation des premières galaxies, puis des premières étoiles, puis des premiers atomes et enfin, on remonte l'inflation cosmique. Et on arrive à l'endroit où l'univers était extrêmement chaud. Plus on remonte le temps, et plus l'univers est dense. Mais il n'est pas assez chaud, puisqu'il faut encore remonter d'une fraction de nanoseconde encore. Les 4 forces fondamentales sont toutes séparées. Plus on remonte, plus la chaleur monte. Et enfin, la force électromagnétique se lie à la force faible. On remonte encore, et la force électrofaible se lie à la force forte. En ce point, le plus petit possible, on arrive à la singularité initiale, la toute première singularité de l'univers. Et c'est à ce moment-là que la force gravitationnelle joue de pair avec les autres forces. Il n'existe qu'une seule et unique force à ce moment-là de l'univers. Tout l'univers tient sur une seule et même équation. Et tout ça parce qu'il est dense et qu'il est chaud. Mais on parle de conditions extrêmes, des conditions inimaginables pour nous. Les atomes n'existent même pas encore, enfin même, les particules n'existent pas. La matière ne s'est même pas encore formée. Il n'y a qu'une seule force primaire, une force primordiale, la superforce. Ça remonte de plus en plus dans le passé, les énergies dans l'univers augmentent. Donc on peut penser qu'en effet la théorie qui décrit les premiers instants de l'univers est une théorie qui unifie les autres. Mais pour l'instant c'est spéculatif, c'est-à-dire il y a beaucoup de modèles différents, mais aucun modèle a été vraiment testé et prouvé. Si ces forces sont liées, c'est parce qu'elles ont ce qu'on appelle des constantes de couplage. La constante de couplage va donc définir entre guillemets si une force est faible ou forte. Chaque force est caractérisée par une constante de couplage, c'est un nombre. Si ce nombre est inférieur à 1, comme par exemple dans la force électromagnétique et dans la force nucléaire faible, la force est faible. Okay. Alors que quand la constante de couplage est supérieure à 1, cette force est forte. Donc par exemple, quand on essaye de séparer un électron et un proton, c'est possible, mais si on essaie, c'est possible, disons que plus on les sépare, plus la force entre les deux devient faible. Alors que si on essaye de séparer deux quarks, ceci est impossible à basse énergie. Okay. Parce que la force devient de plus en plus grande quand on essaye de les séparer. Mais cette constante peut varier, et elle varie selon l'énergie à laquelle on la mesure. Plus l'énergie monte, et plus elle devient semblable à celle qu'on a connue au début de l'univers. Et en général, on voit que quand on va à des hautes énergies, la constante de couplage de la théorie électromagnétique est faible, devient grande, alors que quand on va à des hautes énergies, la constante de couplage de la théorie nucléaire forte devient plus petite. C'est pour ça que, par exemple, on peut séparer des quarks quand on va à des très hautes énergies. Quand on va à des très hautes énergies, les quarks sont même libres. Donc, ils ne forment plus des protons et des neutrons. Et ainsi, les constantes de couplage des 4 forces ont tendance à se rapprocher. Cette théorie qui unifierait toutes les forces, on l'appellerait la théorie du tout. Et dans cette même théorie, on décrirait l'électromagnétisme, la force nucléaire forte, la force nucléaire faible et la force gravitationnelle. Étant donné que les 3 premières forces sont décrites par la mécanique quantique et que la dernière ne l'est que par la relativité générale, si on trouve cette théorie qui les unifie toutes, alors on aura, par logique, trouvé la théorie qui unifie les 2 théories fondamentales. On y décrirait peut-être l'espace-temps, mais d'une manière particulière qui permettrait d'également y décrire toutes les autres forces. C'est ça, la fameuse théorie du tout. On ne sait pas si elle existe,
Pourtant, on a quand même des candidates à cette théorie. Une des théories qui permet de résoudre les infinis qu'on a décrits quand on essaie de quantifier la relativité générale est la théorie des cordes. C'est une théorie très riche mathématiquement, mais aussi extrêmement complexe. Pour l'instant, ça reste encore une théorie spéculative dans le sens qu'on n'a pas prouvé que c'est ça qui nous permet de compléter la relativité générale pour avoir une théorie du tout. Une autre théorie qui pourrait être candidate, c'est la fameuse théorie de la gravitation quantique à boucle. Bon, en vrai, rien de sûr, mais pour en savoir plus, eh bien, je vais sortir un documentaire à ce sujet-là dans 1 mois tout au plus. Et n'oubliez pas que le documentaire le plus important de ma chaîne pour vous remercier des 100 000 abonnés sortira dans 2 semaines. Notez donc le samedi 30 mars à 11 h. En attendant, nous voilà sur Terre, toujours à essayer de comprendre notre univers. Est-ce que finalement, on réussira un jour? Eh bien ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Si vous voulez en apprendre plus sur les trous noirs, je vous laisse aller voir cette vidéo-là, qui est en collaboration avec l'Agence spatiale européenne. On se retrouve donc dans 2 semaines avec le documentaire en lien avec les 100 000 abonnés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci à la médiathèque de Valenciennes de m'avoir accueilli dans leur magnifique décor. Le lien de leur site est en description. C'était Zeprolos. Bye.